Bonjour à tous, bienvenue le sommet de cette première session d'information. Le secteur industriel est reconnu comme important dans la valeur ajoutée d'une économie, mais comment ce secteur peut contribuer à dynamiser l'économie béninoise? Un consultant industriel nous en parle. C'est un métier incontournable dans la construction. Le métier d'électricien bâtiment exige habileté et précision. Il permet de concevoir, d'installer et d'entretenir les réseaux électriques. Peu de personnes le savent, mais il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Les connaître et les assumer constitue un impératif. Ce 26 janvier, les États célèbrent les douanes à l'échelle mondiale. Une journée pour rendre hommage aux disciples de Saint Matthieu, dont le métier permet de faciliter le commerce international des marchandises et des personnes à travers des procédures frontalières simplifiées, normalisées et harmonisées entre les États. Aussi, la célébration de la Journée mondiale de la douane et sur l'éthique vise-t-elle à aider de manière innovante les administrations douanières à contribuer activement à la mobilisation des ressources financières. Comment contribuer efficacement au développement industriel au Bénin est l'une des missions du secteur industriel, un secteur reconnu comme important dans la valeur ajoutée à l'économie. Mais de l'extension de l'outil industriel aux contraintes liées à la disponibilité, à la qualité et au coût des facteurs de production, que faire pour dynamiser l'économie nationale en prenant appui sur le secteur industriel? Explication avec Arsène Fado, il est consultant industriel. Le financement industriel n'est pas encore ce qu'il doit être. Aujourd'hui, je vois beaucoup de promoteurs d'industrie ou de PMI qui vont vers des banques classiques pour se faire financer. Et ça, c'est un modèle qui est dépassé. Pour cela, il faudra des fonds. Il faudra des fonds, notamment des fonds d'investissement. Il y a beaucoup de types de fonds spécialisés dans chaque secteur. Et ça, c'est un des premiers chantiers que je trouve important. Le deuxième, c'est l'entrepreneuriat industriel. Il faut qu'on développe l'entrepreneuriat industriel, c'est-à-dire qu'on forme les entrepreneurs ou les jeunes qui désirent entreprendre au modèle économique. Le modèle qui est basé sur la chaîne de valeur, qui est basé sur un gain structurant et non un gain rapide. Depuis mon retour au Bénin, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de volonté et quand vous les voyez faire, vous les voyez fabriquer leurs produits, ils y mettent tout le cœur. Mais seulement ça ne suffit pas. Il faut avoir ce qu'on appelle la maîtrise opérationnelle. Alors que c'est ça qui constitue le cœur d'une entreprise industrielle. C'est la maîtrise des opérations, la maîtrise du process. Tous ces aspects sont des aspects qu'il faut, ma foi, renforcer lors des formations à l'entrepreneuriat. L'industrie collabore avec tous les autres secteurs de la vie. Vous n'avez pas besoin qu'un industriel soit encore en train de se gêner pour le transport. Il y a des transporteurs spécialisés. Il faut les laisser pour que l'économie tourne, pour que chacun ait son gain et que le système tourne. Mais il faut penser à des microzones pour que, à petite échelle, les gens voient déjà ce que c'est que Globibit. Et puis, l'autre chose aussi, il faut qu'on pense à intégrer les opérateurs en tant que support, les opérateurs économiques locaux en tant que support par rapport à la zone. Donc du coup, ça suppose qu'il y ait une plateforme qui permette aux industries qui s'installent à nouer des partenariats, des contrats de prestation de services. Et comme ça permettra à tout l'écosystème de fonctionner. En milieu industriel, l'électricien industriel est un métier incontournable. C'est comme l'électricien bâtiment qui est chargé de l'équipement électrique des constructions. Il peut être aussi amené à participer à des installations plus complexes comme une climatisation ou un ascenseur. C'est un ouvrier qui intervient de la conception à l'installation et au dépannage des réseaux électriques. Mais comment travaille-t-il? Élément de réponse dans ce reportage
de Rodrigue Blondoumet et de Nadège Omoladessani. Il démarre la construction du bâtiment presque au même moment que tous les autres corps de métier, mais son travail se poursuit même après la remise des clés aux propriétaires des lieux. Depuis la mise en terre, l'électricien opère pour protéger les personnes, mais aussi les équipements contre les chocs électriques et la foudre. De commun accord avec les autres professionnels du secteur, il installe les canalisations, les câbles et met en place les différents appareillages. Le plan est la boussole qui oriente l'électricien pour l'emplacement des installations. Si le technicien met que le climatiseur doit rester là, et toi tu vois un signe sur le plan, tu ne sais pas que c'est climatiseur, il est en train de signaler, tu ne peux pas le faire. Donc tu peux ne pas beaucoup étudier, mais tu dois, si tu es dans un domaine, tu dois savoir les b.a.-ba. Il faut étudier le plan. En tant qu'électricien, il y a le technicien qui est chargé de faire le plan. Il remet à chaque corps le plan qui lui convient et c'est à lui de faire un travail là-dessus pour qu'on puisse avoir un résultat commun à la fin. L'électricien bâtiment travaille au quotidien dans le respect des normes et de la sécurité. Rien ne se fait au hasard dans ce métier et le choix des couleurs correspond à un code. Si c'est le climatiseur, tu sais que c'est tel fil et on prévoit tout avant que les équipements ne viennent. Et aussi, on a le code des couleurs. Si moi je finis de travailler ici, un autre électricien vient ici, il doit faire quelques minutes pour se retrouver. Parce qu'on a notre langage, s'il voit telle couleur, il doit savoir que ceci, ça représente telle chose. Il y a la section de fil, il y a le code des couleurs au niveau des fils. Romain exerce ce métier depuis l'âge de 11 ans. 26 ans après, sa passion est la même. Une passion suscitée par son géniteur, maître maçon, qui lui a transmis les rudiments dès son jeune âge. Bien que n'ayant pas fait de grandes études dans le domaine, il jouit pleinement de cette profession. Lorsque j'étais petit, en classe de C2, quand je vois il y a un peu de l'ombre et quelque part, si je prends 2 piles et je branche avec une ampoule, ça s'allume. C'est de là que je me suis impressionné de faire l'électricité. Comment j'ai commencé et jusqu'aujourd'hui, je sais comment je suis. C'est avec ça que je nourris mes petites familles. Le métier d'électricien bâtiment n'est pas sans risque pour ceux qui l'exercent. Parfois, de mauvaises expériences occasionnant des dommages matériels font partie de leur quotidien. Mais pour ces passionnés, il faut aimer le métier, être précis et méthodique dans le travail pour contourner les risques. Venons-en maintenant au droit de la santé sexuelle et reproductive, un levier pour le développement. Vous ne le savez peut-être pas, il existe des droits spécifiques à la santé sexuelle et reproductive. Peu de personnes le savent, mais les connaître et les assumer constitue un impératif. Quel est le contenu de ces droits? Où en est-on au Bénin en ce qui concerne leur mise en application? Les détails dans ce reportage que nous propose Alessandra Diotan. Ce sont des prérogatives reconnues à tout être humain. Les droits de la santé sexuelle et reproductive sont universels. Au Bénin, ils sont consacrés par la loi du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. La santé d'abord, c'est quoi? C'est un état complet du bien-être physique, mental et social. Et non seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Et lorsqu'on définit la santé ainsi, on la rattache à la reproduction. Et à cet effet, on parle beaucoup du droit à la santé des hommes, mais surtout des cibles particulières, les adolescents et jeunes et les femmes. Je vais citer des exemples pratiques. Vous voyez la femme qui est à la maison, qui a des ennuis de santé, mais qui est obligé d'attendre que son mari, qui a voyagé ou qui est allé dans un champ quelque part, ou s'entendre, doit revenir lui donner des instructions avant qu'elle ne décide d'aller à l'hôpital. Droit d'accès aux soins et services de santé, à la confidentialité, à la sécurité de la personne, droit à l'information et à l'éducation,
et le droit à la non-discrimination sont entre autres droits reconnus. Spécifiquement, le droit à la santé reproductive sous-entend la capacité d'avoir une vie sexuelle satisfaisante et sûre, les moyens de se reproduire et la liberté de décider du nombre d'enfants voulus en temps voulu. Dans les hôpitaux et centres de santé, comme ici au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHUMEL, les agents ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser à la planification familiale. C'est difficile, la planification familiale au Bénin, tout le monde sait ça. Les femmes n'aiment pas choisir, n'aiment pas venir faire la planification. Il suffit de choisir la méthode qui convient à chaque femme. Maintenant, si on utilise une méthode et que les effets secondaires ne sont pas supportables, on peut toujours changer. L'autre cible particulière quand on parle de droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est le groupe des adolescents et jeunes. Lorsque nous avons une clinique de santé de la reproduction où des mamans de 40 ans, de 60 ans viennent pour des soins et l'adolescent de 16 ans, 18 ans viendra au même endroit, il y a un problème qui se pose. Les jeunes ont besoin de spécificité pour leur santé. Ils ont besoin de confidentialité. Autant d'impératifs qui justifient la mise en place de centres d'écoute pour adolescents et jeunes, de même que d'autres mesures spécifiques liées aux cibles particulières. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité internationale dans cette édition. C'est dans Éco-Inter. L'indépendance financière de l'Organisation mondiale de la santé connaît un recul drastique ces dernières années, estiment plusieurs anciens dirigeants, parmi lesquels la libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Selon une tribune du journal Le Monde, l'OMS peine à mobiliser des ressources financières à l'international afin de mieux assumer ses missions, notamment face à la pandémie de Covid-19. Conséquence, le monde ne parvient pas encore à résister à la déferlante de souffrance que provoque la pandémie liée au coronavirus. Plus, les pays à l'échelle mondiale vont s'engager à pérenniser le financement de l'OMS. Plus l'institution onusienne parviendra à investir dans un monde plus sûr et en meilleure santé. Contre le variant Omicron, le pass vaccinal remplace le pass sanitaire en France et devient obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans. Cette décision est entrée en vigueur depuis lundi dernier. Les adolescents doivent justifier d'un statut vaccinal contre la Covid-19 afin d'avoir accès aux activités de loisirs, aux restaurants et au transport. Aussi, un test négatif ne suffit-il plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. L'objectif est d'inciter à la vaccination. Après un début de campagne assez terne en 2021, le marché du sésame se réveille en 2022. À la manœuvre, les acheteurs chinois. La Chine, c'est environ 50% des achats mondiaux de sésame, loin devant le Japon et la Turquie, les deux autres gros importateurs. Avant le nouvel an chinois en février, l'Empire du Milieu est présent sur le marché international et ses importateurs s'activent pour augmenter leur stock de sésame. Salima Radia Mukansaga, 35 ans, de nationalité rwandaise, est la première femme à arbitrer un match de la Coupe d'Afrique des Nations, cette compétition internationale masculine. Pour la première fois dans l'histoire du football africain, la Rwandaise a officié en tant qu'arbitre central lors de la rencontre entre le Zimbabwe et la Guinée mardi dernier. Salima Radia Mukansanga était aussi présente aux Jeux olympiques de Tokyo comme arbitre de chant lors du tournoi olympique de football. Un parcours sans faute qui devrait créer des vocations. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.